Daniel Haïk, Boker Tov. Boker Tov, Eliana. Voilà, alors en fait, ce matin, on va vous demander de nous expliquer un petit peu plus cette crise en ce moment qui ébranle la coalition gouvernementale, une crise qui est autour du respect du Shabbat, qui a entraîné d'ailleurs cette semaine, en début de semaine, la démission du ministre de la Santé publique, Yaakov Litzman. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quelle est la problématique de départ, qu'on comprenne d'où viennent en fait ces problèmes autour du respect du Shabbat? Alors, pour comprendre ça, il faut faire un rappel historique, on va dire, concernant la relation entre les partis orthodoxes et le gouvernement israélien et même l'État d'Israël. On sait que les partis orthodoxes, comme le parti judaïsme unifié de la Torah, qui est présidé justement par Yaakov Litzman, ces partis ne sont pas des partis sionistes, mais ce sont des partis, on va dire, asionistes, qui ne reconnaissent pas l'État d'Israël dans toutes ses fonctions officielles, mais qui participent d'une certaine manière à la vie politique de l'État d'Israël. Historiquement, il faut le préciser, au moment de la création de l'État d'Israël, eh bien, le parti d'origine du judaïsme unifié de la Torah, qui s'appelait l'Agudat Israël, avait accepté le principe de siéger dans un gouvernement israélien parce que, eh bien, il souhaitait voir comment, vers quelle direction, eh bien, l'État d'Israël allait se diriger au niveau religieux. Et c'est la raison pour laquelle il y avait un ministre qui s'appelait Levin, le Rav Levin, qui siégeait, qui a été plusieurs fois ministre dans les premiers gouvernements de David Ben Gurion, donc dans l'État d'Israël, jusqu'en 1952, où, à la suite d'une loi votée concernant le service militaire pour les jeunes filles, ce n'est pas tout à fait nouveau. Vous voyez que c'est un problème. Voilà, c'est un problème qui est récurrent, on va dire, qui revient depuis la création de l'État d'Israël. Eh bien, ce parti donc a jugé qu'il ne pouvait pas siéger raisonnablement dans un gouvernement israélien et cautionner, et c'est important de le souligner, cautionner une telle mesure qui permet donc aux soldats israéliennes, aux filles de servir dans l'armée israélienne. Depuis ce début des années 50 jusqu'à il y a 2 ans, eh bien, aucun responsable de ce mouvement orthodoxe, que ce soit la Agudat Israël ou par la suite le judaïsme unifié de la Torah, qui rassemble à la fois les mouvements chassidiques et les mouvements lituaniens dans le monde orthodoxe, eh bien, aucun des dirigeants n'a siégé dans le gouvernement israélien pour une simple et bonne raison, parce que les rabbins qui chapeautent ces partis politiques, puisqu'il y a un conseil des sages de la Torah qui chapeaute et qui parraine ces partis politiques, eh bien, ont toujours refusé d'endosser une responsabilité quelconque dans un État d'Israël qui aurait un comportement qui n'est pas conforme à la halacha. Et donc, c'est la raison pour laquelle jamais un responsable de ces partis n'a siégé au sein du gouvernement. Jusqu'à il y a 2 ans, où la Cour suprême a, on va dire, obligé Yaakov Litzman à devenir ministre. Pourquoi ? Parce que Yaakov Litzman était vice-ministre du gouvernement de Binyamin Netanyahou, comme il l'a été à de multiples reprises, vice-ministre de la Santé publique, avec toutes les prérogatives du ministre de la Santé publique, avec toute l'autorité d'un ministre de la Santé publique. Sans être ministre. Sans être ministre. Et la Cour suprême a estimé que cela n'était pas, on va dire, constitutionnel. Cette situation n'était pas normale, et elle a donc obligé le Rav Yaakov Litzman à devenir ministre. Donc quelque part, le Rav Yaakov Litzman, c'était symbolique. Il ne voulait pas être appelé ministre de l'État d'Israël, puisque selon lui, le gouvernement de l'État d'Israël faisait des choses avec lesquelles il n'était pas d'accord. Voilà, avec lesquelles son parti n'était pas d'accord, avec lesquelles son idéologie, on va dire religieuse, ne pouvait pas être en accord. Donc, jusqu'à ce que la Cour suprême vienne, et la Cour suprême a donc imposé à Yaakov Litzman de devenir ministre donc de la Santé publique. On va dire que les rabbins ont toléré cet acte pour ne pas se dresser contre la Cour suprême. Ils ont accepté cela. Et finalement, c'est ainsi que Yaakov Litzman est devenu ministre à part entière dans le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Alors tout cela, c'est très bien lorsque l'on est ministre et que l'on est issu d'un parti politique orthodoxe comme le judaïsme unifié de la Torah, c'est très bien. Mais lorsque le gouvernement, on va dire, se comporte, ne prend des décisions qui sont dans le sens, on va dire, de la halacha et en tout cas ne prend pas des
mesures qui vont à l'encontre de la halakha. Or, ce qui s'est passé ces dernières semaines et ces derniers mois, ce sont les travaux à répétition sur les voies ferrées israéliennes qui nécessitent, on va dire, une modernisation du système des voies ferrées israéliennes. Et ça a lieu au Shabbat. Et donc, pour ne pas, on va dire, poser de problèmes et entraver, on va dire, la circulation et provoquer de véritables embouteillages dans tout le pays, en particulier dans la région de Tel Aviv, ces travaux ont lieu le Shabbat. Et donc, Yaakov Litzman, en tant que ministre de la Santé publique, ne pouvait pas tolérer qu'il soit partie prenante d'une sorte de légalisation d'un chilul Shabbat, d'une profanation du Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas Yaakov Litzman qui a décidé de démissionner, mais c'est son maître, son responsable, on va dire, son rabbi, le rabbi de Gour, qui est un homme extrêmement puissant, puisque la chassidoute de Gour, c'est une chassidoute qui compte plus de 80 000 personnes, plus de 10 000 couples, 10 000 familles, et entre 70 et 80 000 personnes, donc c'est une chassidoute extrêmement importante qui a un poids politique important, et donc le rabbi de Gour a imposé à Yaakov Litzman de démissionner. À partir de là, voilà. Alors Daniel, j'ai juste une question. Il y a un terme que vous n'avez pas prononcé dès le départ, c'est le terme de status quo. Est-ce qu'on parle ici de cette célèbre histoire du status quo? Est-ce que c'est la même chose? Oui, mais alors le status quo, on va en reparler parce que il y a un accord qui a été trouvé finalement entre les partis orthodoxes et le gouvernement et le Likoud. Mais dans le cas précis, justement, il y avait, on pourrait dire, une certaine modification du statu quo, bien que ça ne soit pas lié, puisque en fait, les partis orthodoxes jusqu'à présent n'étaient pas obligés de siéger au sein du gouvernement et qu'ils se comportaient, ils se contentaient très bien de ce statut, on va dire, parvé comme ça, puisqu'on est dans la terminologie de halakha, terme de parvé, c'est-à-dire ni ministre ni pas ministre. Siéger au gouvernement sans y être véritablement, c'est le statut d'un vice-ministre en Israël. Et donc, c'était ce que Yaakov Litzman a été pendant de nombreuses années dans les gouvernements de Binyamin Netanyahou. Et c'est ce qu'il aurait voulu redevenir donc dans le cadre de la crise. Comme il ne pouvait pas cautionner les travaux du Shabbat et qu'il n'a pas été possible de trouver une solution de compromis, on l'a vu ces derniers jours, vendredi, Litzman était refusé systématiquement tous les compromis. Alors justement, Daniel, pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore réussi à trouver un compromis? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sortir de cette affaire? Alors aujourd'hui, on a réussi à trouver, on va dire, un compromis qui permet de régler la crise gouvernementale. C'est-à-dire le gouvernement de Binyamin Netanyahou peut dormir sur ses deux oreilles, si l'on peut s'exprimer ainsi, et la coalition gouvernementale ne va pas chuter. D'abord, il faut préciser que Yaakov Litzman, et c'est la preuve aussi que les partis politiques orthodoxes veulent absolument le maintien du gouvernement actuel, parce qu'ils sont dans une situation extrêmement favorable, ils reçoivent d'importants budgets, ils ont des fonctions importantes et ils ont une influence importante. Ils ne veulent pas de la chute du gouvernement, ni le judaïsme unifié de la Torah, ni à plus forte raison le parti Shas, orthodoxe séfarade, qui lui ne veut absolument pas qu'il y ait des élections maintenant parce que les sondages ne lui donnent que 4 députés ou peut-être même ne lui permettent pas de passer le seuil d'éligibilité dans la prochaine Knesset. Donc pas de gouvernement, pas de volonté de la part des partis politiques de quitter le gouvernement, de quitter la coalition gouvernementale. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de négociations dimanche, un compromis a été trouvé entre Binyamin Netanyahou et les responsables de ces partis qui stipule que, par exemple, on va revenir justement à ce fameux statu quo instauré au moment de la création de l'État d'Israël, qui, par exemple, permet de ne pas élargir, on va dire aujourd'hui, l'ouverture, le fameux principe d'ouverture qui a été validé par la Cour suprême, d'ouverture de supérettes, de petits supermarchés dans les grandes villes, comme cela a été validé à Tel Aviv. Alors pour Tel Aviv, c'est impossible de revenir en arrière, mais pour d'autres villes, on se disait que finalement d'autres villes, d'autres municipalités allaient être tentées de suivre l'exemple de Tel Aviv et d'ouvrir des supérettes, de permettre l'ouverture de supérettes dans leur domaine de juridiction. Et là, finalement, par exemple, on revient à une sorte de statu quo, à ce statu quo qui permet au ministre de l'Intérieur, qui est comme par hasard Aryeh Deri, le leader du parti Shas, de décider si oui ou non il autorise l'ouverture de ces supérettes. Donc il y a toutes sortes de clauses qui ont été instaurées, qui ont été conclues, dont celle
qui va permettre à Yaakov Litzman de revenir par la petite porte. Voilà. J'attendais que vous nous parliez de ce retour par la petite porte de Yaakov Litzman. Donc, il va revenir, vous étiez en train de dire. Donc, il va revenir, mais en redevenant vice-ministre de la Santé publique. Cela prendra quelques semaines parce que Yaakov Litzman a décidé, a d'ores et déjà annoncé qu'il ne reviendra pas tant que les fameux travaux d'aménagement ne seront pas terminés. Si déjà, hein, pourquoi revenir dans un gouvernement, même par la petite porte, alors que les travaux d'aménagement se poursuivent. Et lorsqu'il reviendra, eh bien, apparemment, un amendement sera voté par la coalition gouvernementale à la loi sur les fonctions de Premier ministre, les fonctions de gouvernement, pour permettre justement, pour que la Cour suprême ne vienne pas invalider un retour de Yaakov Litzman au poste de vice-ministre. Voilà, donc comment on essaye de régler cette crise. Alors, moi j'ai une question, Daniel. Le chasse aussi est censé être un parti religieux. Pourquoi, entre guillemets, ce sont les Ashkenazim, les orthodoxes ashkénazes qui sortent de la coalition, enfin, qui menacent de sortir de la coalition ou qui démissionnent, et le chasse, on ne les entend pas? Eh bien parce que ça nous ramène aux responsables religieux, à ces leaders spirituels, à ces rabbins qui parrainent, on va dire, ces partis politiques. Si, on va dire, le Conseil des sages de la Torah du parti du judaïsme unifié de la Torah est un conseil extrêmement fort, avec des rabbins comme le rabbi de Gour, qui est extrêmement puissant, le rabbi de Vishnitz, qui sont des chassidim, des rabbis de chassidoute qui rassemblent énormément de gens. Eux ont un poids extrêmement important et ils sont capables d'imposer à leurs leaders politiques des mesures comme celle imposée à Yaakov Litzman de démissionner. Eh bien, ce n'est pas le même cas dans le parti chasse aujourd'hui. Depuis la disparition du Rav Ovadia Yosef, il y a un peu plus de 4 ans, eh bien, on peut dire que le conseil des sages de la Torah du parti chasse est un conseil relativement faible. L'homme qui est à la tête de ce conseil, le Rav Shalom Cohen, qui est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Porat Yosef, est un homme qui n'a jamais, on va dire, de poids véritablement, de poids ou d'impact politique. Et on va dire, selon certains, jusqu'à il y a quelques périodes, et là on va rentrer dans d'autres considérations qui sont internes au parti chasse, c'était un homme qui a été placé par Aryeh Deri pour justement faire, en fait, d'une certaine manière, être une sorte de signature presque automatique des intentions d'Aryeh Deri. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais ça c'est un autre débat. C'est un autre interview. Voilà, Daniel. c'est une autre interview, mais donc le poids des rabbins dans les deux partis, dans les deux formations, n'est pas le même aujourd'hui, et ceci explique cela. Et le deuxième point, c'est effectivement ce que je disais tout à l'heure, c'est que le parti chasse, lui, veut absolument rester au sein de la coalition gouvernementale. Il ne veut pas de provoquer de troubles parce qu'il a beaucoup de problèmes internes aujourd'hui, et il doit résoudre ces problèmes avant de pouvoir envisager de nouvelles élections. Une dernière petite question, Daniel. Dites-nous, la coalition de Binyamin Netanyahou est-elle assez stable aujourd'hui ou bien doit-on envisager en fait de nouvelles crises de ce type? Alors, effectivement, s'il n'y avait pas eu d'accord dimanche conclu avec le judaïsme unifié de la Torah et également avec le parti chasse, on aurait pu craindre justement que d'autres responsables politiques orthodoxes, comme par exemple Aryeh Deri ou comme par exemple Moshe Gafni, qui est la seconde composante dans le parti judaïsme unifié de la Torah, qui est la composante, on va dire, ce qu'on appelle la composante lituanienne, hein, les mitnagdim, eh bien, puissent aussi être tentés de dire oui, nous aussi nous défendons le Shabbat et nous voulons absolument menacer la coalition gouvernementale. Mais comme je le disais, les orthodoxes veulent rester pour l'instant dans le gouvernement. Ils n'ont aucun intérêt à provoquer des troubles dans la coalition gouvernementale. S'il devait y avoir des difficultés au sein de la coalition gouvernementale, elles devraient arriver peut-être d'autres formations, comme peut-être le parti Kulanou. Mais aujourd'hui, on a un peu le sentiment, ou alors si les enquêtes judiciaires concernant le Premier ministre eh bien, devaient se développer et que l'on arrive à un acte d'accusation, ça n'interviendra pas encore, en tout cas dans les prochaines semaines, peut-être pas encore même dans les prochains mois, mais ça prendra du temps. Mais si, par exemple, Binyamin Netanyahou devait être inculpé par le conseiller juridique du gouvernement de corruption dans l'une des affaires le concernant, eh bien là, effectivement, Binyamin Netanyahou aurait à craindre pour sa coalition gouvernementale parce qu'il pourrait y avoir des bruits, des positionnements, même au sein même du Likoud, contre le maintien de Binyamin Netanyahou en tant que président du Likoud ou en tant que Premier ministre. Et là, donc, la coalition gouvernementale pourrait être mise en danger. Mais on n'en est pas là encore. Il faudra encore attendre plusieurs
plusieurs mois et voir effectivement si Binyamin Netanyahou risque d'être inculpé ou non dans les affaires le concernant. Daniel Haïk, merci beaucoup. Il est 8h25, on va avoir une petite pause et ensuite on me retrouvera juste après pour un jour notre histoire et puis on vous garde en studio pour la suite des événements. Voilà. Je reprendrai mes fonctions pour la revue de la presse dans une dizaine de minutes. On marque une pause et on se retrouve.